Alors, je suis heureuse de recevoir avec Anne, de recevoir Jérôme Fourquet, qui est la personne la mieux placée pour analyser ce sondage devant vous. Et donc, je vais laisser la parole d'abord à Anne, je crois. Hein, c'est ça? Non? Je me trompe? Je prends toujours la parole quand on me la donne. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes effectivement très heureux de vous accueillir ici dans le cadre de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, qui est donc une fondation abritée par l'Institut de France. Je remercie effectivement l'Institut de France de nous accueillir et de nous permettre d'organiser ce type d'événement, en particulier Tiffaine Jolivet, qui est ici présente, la directrice des fondations, et Dorian Dama, notre chargé de fondation. Nous avons organisé ce sondage IFOP grâce à la complicité de Jérôme Fourquet, parce qu'au cœur de notre mission en tant que Fondation Kairos, nous avons le souci de l'égalité des chances, le souci de la justice en matière d'éducation. Et à partir de là, nous sommes demandés ce que nous pouvions faire pour essayer de sortir de cette situation apparemment bloquée. Et pour piloter de bonnes réformes et de bonnes approches, il fallait savoir où en était quand même l'opinion publique. Et c'est comme ça que nous avons lancé ce sondage. Et donc, je cède avec plaisir la parole à Jérôme Fourquet, que je remercie préventivement. Merci beaucoup, mesdames. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Donc, je vais vous restituer les résultats que l'IFOP du sondage que l'IFOP a réalisé pour donc la Fondation Kairos et qu'on a intitulé l'école : creuset de l'égalité, avec un grand point d'interrogation, mais vous allez voir que les Français ont un avis assez tranché sur cette question. Alors, tout d'abord, assez rapidement, le point méthodologique traditionnel. Donc, l'enquête a été réalisée de manière assez classique auprès d'un échantillon national représentatif d'1 millier de personnes. Et le terrain d'enquête est tout récent, puisque les questions ont été administrées entre le 9 et le 10 mai dernier. Donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Et on constate que 6 Français sur 10 considèrent qu'aujourd'hui, l'école, en dépit des proclamations, j'allais dire, officielles et théoriques, ne donne pas les mêmes chances de réussir sa scolarité à tous les enfants, quel que soit leur milieu social ou économique d'origine. Donc 58% des Français, quand on les interroge, n'adhèrent pas à cette opinion, contre 37% seulement qui considèrent que l'égalité en matière d'éducation est aujourd'hui encore assurée. Alors on peut voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide en se disant que dans le contexte, 37%, c'est pas si mal. Néanmoins, vous voyez que la balance est quand même très largement dans le négatif, avec plus de 20 points d'écart. Quand on analyse les résultats un peu dans le détail, on constate que le fait d'avoir ou non des enfants scolarisés influe en partie sur le diagnostic qu'on peut faire. Comme vous voyez dans le carré en bas à droite, parmi ceux qui ont un enfant scolarisé à la maison, 44% considèrent que l'égalité en matière d'éducation est encore remplie, contre 34% seulement, donc il y a un beau différentiel de 10 points parmi ceux qui n'ont pas ou qui n'ont plus d'enfants scolarisés à la maison. Quand on rentre même dans le détail, on constate que le jugement est encore un peu plus positif parmi les parents de jeunes enfants, ceux qui sont scolarisés dans le primaire, en primaire, alors que le jugement se dégrade quelque peu quand on arrive au niveau collège et lycée. Et on sait d'expérience que c'est notamment lors du passage au collège que les stratégies de contournement de carte scolaire ou autres sont les plus déployées, et donc ce qui est conforté en partie par le jugement un peu différent que les parents de ce type d'enfants peuvent avoir. Autre information qu'on peut recueillir à la lueur de nos résultats, que parmi ces parents d'enfants scolarisés, qu'ils soient scolarisés dans le privé ou dans le public, n'a quasiment aucune incidence sur le jugement qu'on formule sur le fait de savoir si l'égalité est encore assurée. C'est le cas pour 40% des parents dont les enfants sont dans le privé, contre 41% dans le public. Donc les choses sont de ce point de vue tout à fait partagées. Nous constatons exactement les mêmes chiffres
en ce qui concerne plus spécifiquement l'égalité territoriale, puisqu'on avait centré la première question sur l'égalité de réussite en fonction du niveau du milieu social et la situation économique des parents. Et là, nous avons une déclinaison sur le fait de savoir si on a le sentiment que le fait d'habiter en ville ou dans une petite commune rurale va produire ou générer les mêmes chances de réussite. Et donc là, vous voyez que les résultats sont strictement identiques à la question précédente. 58% pensent que ce n'est pas le cas, contre 37% qui regardent les choses différemment. L'écart entre parents d'enfants scolarisés et non-parents d'enfants scolarisés est un peu plus ténu sur cette question. Et autre élément intéressant, que les sondés résident dans une commune, eux-mêmes dans une commune rurale, dans une petite ville, une grande métropole de province ou en agglomération parisienne, n'influent en rien sur le diagnostic qu'ils peuvent porter sur le respect de l'égalité territoriale en matière d'éducation. Je fais une parenthèse à ce stade parce que je pense que c'est assez important. Ce sondage était centré donc sur la question de est-ce que l'école assure encore l'égalité des chances, qu'il s'agisse d'un prisme géographique ou socio-économique, mais de manière plus globale. Et je pense que c'est fondamental d'avoir ça en toile de fond pour comprendre la suite des résultats de cette enquête. Si on se fie à d'autres sondages que l'IFOP peut réaliser, on constate que d'une manière très massive, les Français considèrent que depuis 5 ou 10 ans, la qualité et l'efficacité de l'école s'est dégradée. 74% des Français portent ce jugement. Ils sont également 81% à le porter sur ce qui concerne l'hôpital et 68% en ce qui concerne les politiques publiques en matière de sécurité. Donc il y a un sentiment très largement diffusé que nos services publics dysfonctionnent, et c'est notamment sur l'hôpital et sur l'école que le jugement est le plus critique. Donc c'est à la fois la dimension qui nous intéressait ici avec Kairos en termes d'assurer l'égalité, mais plus globalement en matière d'éducation, c'est aussi le constat sur la baisse du niveau scolaire et la baisse des performances qui est aujourd'hui massivement intégrée par nos concitoyens. Alors, pour tenter d'apporter des réponses à cette situation, on a, à la demande de la Fondation Kairos, essayé de tester un certain nombre de pistes de réflexion. Et donc, on demandait notamment si les Français pensaient que l'État ferait progresser l'égalité des chances s'il permettait aux plus défavorisés d'accéder à l'école publique ou privée de leur choix via la prise en charge des frais de scolarité et la suppression de la carte scolaire. Donc, ce serait assurer le choix de l'école de manière effective. Et donc, posé comme cela, 56% des Français considèrent que si ces conditions étaient réunies, l'État serait en capacité de faire progresser l'égalité des chances contre 34% qui ne le pensent pas. Ce diagnostic est nettement plus partagé parmi les parents d'enfants qui sont scolarisés dans le public. Ce jugement, dans ce cas-là, est partagé à 59%, que par ceux qui ont inscrit leurs enfants dans le privé, où nous ne sommes que à 46%. Et donc le fait que le score du public soit plus élevé montre qu'il y a sans doute une volonté d'avoir davantage de choix de manière concrète de la part de ces populations, alors que les parents d'enfants scolarisés dans le privé ont manifestement, eux, eu davantage de latitude. La preuve en est, c'est qu'ils ont scolarisé leurs enfants dans ce type d'établissement. Autre piste de réflexion, quel serait l'élément déterminant pour l'égalité des chances à l'école? Alors là encore, on est sur un questionnaire avec des questions fermées, puisqu'on partait du principe que tout le monde n'avait pas forcément un avis hyper affûté sur les questions. D'ailleurs, vous voyez que sur cette question et puis sur les suivantes, on a un taux sans réponse de les personnes qui ne se prononcent pas qui est relativement élevé, de l'ordre de 20%. Donc, ce qui justifie l'option pour des questions fermées en essayant de proposer
des réponses assez construites. Et donc, ce qui ressort majoritairement, c'est le fait de permettre aux enfants d'être scolarisés dans un établissement privé ou public correspondant à leurs besoins éducatifs et à leurs choix, en prenant en charge sur fonds publics les coûts de scolarité correspondants. Donc, on est très proche de l'item qui a été testé précédemment. Donc, c'est assurer une liberté de choix concrète et effective. Donc, c'est cité par 40% des sondés, un peu plus dans le privé que dans le public. Autre modalité de réponse, scolariser tous les enfants dans un seul système scolaire unique et public. Option qui revient souvent et depuis longtemps dans les débats sur cette question. Là, ça recueille un quart des suffrages, si je puis dire, avec un rapport de 1 à 2 entre public et privé. Et donc on voit qu'il reste sur ce type de questions des traces de ce qu'on a appelé la guerre des deux écoles. Et puis, troisième modalité de réponse, imposer des quotas contraignant les établissements publics et privés performants à prendre des élèves de différents niveaux et de différentes origines sociales. Donc on est un peu en résonance avec le débat le plus actuel. Et donc là-dessus, on a une modalité de réponse qui est assez proche entre le public et le privé. Donc ce qui sort quand même très largement en tête et qui consolide les résultats de la question précédente, c'est la possibilité qui serait offerte aux parents et aux élèves de pouvoir s'orienter vers l'école de leur choix une fois qu'on aurait arasé, si je puis dire, la question du coût et la question de la carte scolaire. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette question, alors qu'on est à 40% en moyenne, les personnes qui appartiennent aux catégories qu'on appelle dans notre jargon INSEE des professions intermédiaires, donc on est dans le plein cœur de la classe moyenne, eux citent cette modalité à 48%, donc c'est près de 10 points de plus que chez les cadres et les professions intellectuelles, à 39%, et que parmi les catégories populaires, à 38%. Alors pourquoi cette spécificité de la classe moyenne ? Eh bien, on pourrait faire un parallèle en matière de choix éducatif et de rapport à l'école avec ce que ces classes moyennes nous disent à longueur d'enquête. Et le président de la République a d'ailleurs repris à son compte cette formule il y a assez peu de temps. Ces classes moyennes se définissent comme ceux qui sont trop riches pour être aidés et pas assez pour s'en sortir, ou pour être aidés. Et donc on est bien dans cette même optique sur la question de l'école, c'est-à-dire pas assez riche pour pouvoir être dans le privé de notre choix, et en même temps suffisamment soucieux de la réussite éducative de nos enfants, et tout en étant confrontés quelque part, soit du fait de difficultés scolaires, financières, soit du fait de la carte scolaire, à scolariser nos enfants dans des établissements qui n'ont pas nos préférences. Donc là, on a bien une spécificité, une déclinaison sur la question scolaire de cette problématique spécifique qui est celle aujourd'hui des classes moyennes. Enfin, donc, dernière question. En termes de remèdes, et là encore, les Français ne sont pas tous spécialistes de la matière scolaire, et donc on dirait, bon, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité et à quel niveau il faudrait d'abord s'attaquer ? Alors, premier considérant, de nouveau, vous voyez qu'on a une part importante de Français qui se réfugient dans le ne se prononce pas, à 22%, sans doute aussi parce que le sujet leur apparaît comme étant éminemment complexe, hélas maintenant aussi comme assez ancien, et en disant on a quand même tenté pas mal de choses et la situation est toujours celle que nous connaissons et elle a plutôt tendance à se dégrader. Donc la solution n'est pas sans doute aussi simple qu'il n'y paraît. Une fois qu'on écarte donc ce quart ou ce cinquième de la population qui ne se prononce pas, la hiérarchie est assez, en termes de réponse, est assez nette. 40% considèrent qu'il faudrait une réforme globale de l'éducation nationale. Alors on peut penser dans certains milieux que ce sera la énième réforme et que c'est sans doute pas ça qu'il faudrait faire. Mais comment rendre compte de ces chiffres ? Eh bien, en convoquant les résultats du début de cette enquête. L'égalité devant l'éducation n'est plus remplie. Et puis,
les résultats de l'autre enquête que je vous indiquais, avec 74% des Français qui pensent que la situation et la qualité de l'éducation s'est dégradée et que face à cet affaissement et à cette dégradation généralisée, on ne peut pas se contenter de demi-mesures et qu'il faut du coup s'attaquer, comme on dit dans le jargon, à une réforme systémique et donc du coup une réforme globale du ministère. C'est nettement plus marqué parmi les parents dont les enfants sont scolarisés dans le public, à 47%, que parmi ceux qui ont inscrit leurs enfants dans le privé, puisque ces enfants qui sont les parents dont les enfants sont dans le public sont sans doute davantage soucieux que l'institution à qui ils ont confié leurs enfants soit réformée, même si l'écrasante majorité du privé est un privé sous contrat, et donc il y a quand même des liens assez forts avec l'éducation nationale. Deuxième modalité de réponse, accorder davantage d'autonomie pour les écoles publiques et également pratiquer une évaluation régulière de leurs résultats et la publication de ces évaluations. Cet item de réponse fait quasiment le même score que le troisième item, qui était le développement d'écoles publiques ou privées autonomes qui seraient évaluées par un organisme indépendant sur la base d'un cahier des charges strict fixé par l'État et qui serait financé sur des fonds publics au regard des résultats obtenus par les élèves. Et donc là-dessus, vous voyez qu'on a un distinguo très net entre les réponses formulées par les parents d'enfants scolarisés dans le public, 13%, et ceux qui sont dans le privé, 27%, un rapport de 1 à 2, ce qui est assez cohérent et logique, puisque quelque part, cet item de réponse correspond un peu philosophiquement à la logique qui est celle qui les a conduits à inscrire leurs enfants dans le privé. Alors, je rappelle juste, avant de terminer, un point méthodologique. Cette enquête a été menée par Internet, ce qui permettait aussi aux sondés d'avoir un peu de temps pour répondre et de soumettre des libellés de questions ou de sous-questions qui étaient parfois assez volumineux, ce qu'on aurait plus de mal à faire au téléphone, puisque sans doute que le sondé aurait déjà oublié la fin de la question si on avait opté pour ce mode de recueil de l'information. Mais là, comme il s'agissait d'une enquête en ligne, ils avaient la possibilité d'aller jusqu'au bout de cet item. Donc voilà un petit peu dressé à grands traits les constats qu'on peut faire en termes de diagnostic porté par nos concitoyens sur la capacité de notre système éducatif à assurer une égalité de tous et un certain nombre de, j'allais dire, préférences ou d'options qui se dégagent dans l'opinion publique sur ce qu'il conviendrait de faire, donc à la fois en termes de, j'allais dire, maille à laquelle on attaque le sujet, s'agit-il d'une décentralisation ou d'une réforme globale, et puis également d'autres modalités de réponse comme la propension à pouvoir assurer une liberté, j'allais dire, quasi totale du choix via la prise en charge du financement de la scolarité et l'assouplissement ou la suppression des mécanismes d'affectation géographique des enfants et leur rattachement à tel ou tel type d'établissement. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. D'habitude, c'est les sondeurs qui posent des questions, mais si vous en avez, je suis à votre disposition. En tout cas, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette analyse synthétique. Moi, je suis frappée. En fait, je suis frappée par par l'élément déterminant pour l'égalité des chances à l'école. On a l'impression que la France est carrément coupée en deux. Enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est ça un peu. C'est l'impression que j'ai. C'est ça ou pas? Vous avez le même diagnostic ou pas? Est-ce que vous pouvez remettre la slide concernée du coup? L'élément déterminant, c'est-à-dire que... Ah non, non, c'était pas celui-là. Celui où en fait, on ne parle pas de chèque scolaire, mais ça revient à peu près au même. C'est celle d'avant, je crois. Ah, c'est celle d'avant. Alors. Voilà, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Oui, c'est bien ça, l'élément déterminant.
Permettre que les enfants soient scolarisés dans un établissement public ou privé correspondant à leurs besoins éducatifs, à un choix, en prenant en charge sur fonds publics 40%, et les deux qui suivent, 25% et 15%, disent des choses très proches. On a l'impression que d'un côté, il y a des gens qui voudraient, au fond, qu'on ouvre tout et que l'État paye, et de l'autre côté, les autres voudraient qu'on ferme tout et que l'école publique reprenne tout en main. Enfin, est-ce que je me trompe ? Alors oui, on a effectivement cette Vous avez parlé de guerre scolaire, c'est bien voilà, ça. Alors qui se pose plus exactement oui, bien dans entendu. les mêmes termes aujourd'hui, mais qui divise manifestement encore la population. Mais on pourrait faire quasiment le même constat sur la question d'après. C'est vrai. Puisque donc les items sont différents, mais davantage d'autonomie pour les écoles publiques ou le développement d'écoles publiques ou privées. Voilà. Et vous voyez sur cette question que, encore une fois, j'ai insisté là sur le distinguo entre les réponses des parents du public et du privé. Il y a 10 points d'écart sur le premier item qu'on va retrouver sur la somme des deux autres items, puisqu'on serait à 30 dans le public et serait encore davantage 50 dans le privé. Donc il y a cette volonté, soit on croit qu'il est encore possible d'avoir quelque chose d'uniforme, oui, c'est ça. Soit on se dit que par conception philosophique ou par pragmatisme, aujourd'hui c'est à la base et on décentralise les choses. Et donc il y a ces deux options philosophiques qui divergent. Alors ce qui est intéressant, je ne vous ai pas assommé avec les chiffres, mais les résultats détaillés de toutes ces questions sont disponibles, notamment selon la proximité partisane ou le vote à la dernière élection présidentielle. Et on retrouve en partie, mais en partie seulement, des tropismes idéologiques. Mais je dis qu'en partie seulement, c'est-à-dire qu'on n'a pas une France de droite versus une France de gauche. Non, c'est plus compliqué que ça. Qui, de manière massive, se positionnerait sur cette version revisitée de la guerre des deux écoles. Il y a d'autres éléments qui rentrent. C'est plutôt le rêve jacobin qui s'exprime encore chez la moitié. Mais le rêve jacobin, il est à la limite ni de droite ni de gauche, enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens de droite qui sont jacobins aussi. Donc tout à fait. Et vous allez aussi avoir en élément qui va peser sur les réponses le statut social et la capacité que vous avez eue en tant que parent d'enfant à vous ménager ou avoir une certaine liberté de choix. Pour votre école, ce qui va, là aussi, conditionner en partie les résultats à ces réponses. Bien sûr. Alors, on va vous laisser la parole. Qui veut parler ? Vous avez des micros devant vous. Il vous suffit d'allumer au bon endroit. Qui veut s'exprimer ou poser une question ? Je veux bien poser une question. Bonsoir, merci infiniment. Avez-vous tenté de cerner la notion même d'égalité des chances auprès de vos sondés pour comprendre ce qu'ils comprennent quand vous dites ça? Et deuxième question, j'en profite quand j'ai le micro, est-ce que vous avez un échantillon suffisant pour essayer de faire un peu une typologie, pour essayer de regrouper? Parce qu'en fin de compte, si j'ai bien compris, les gens avaient le choix entre plusieurs réponses et en choisissaient une parmi trois, par exemple, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le reste. C'est que simplement, prioritairement, ils étaient plutôt d'accord avec la question, l'opportunité 1, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre la 2 ou la 3. Voire même, ils pourraient penser qu'il faudrait mixer un certain nombre de choses. Je ne sais pas, c'est question. Merci pour votre question. Alors, comme je l'ai indiqué, on est sur un questionnaire fermé. Et donc, le sondeur est jacobin. Donc, tout le monde a été soumis exactement au même questionnement. Ce qui présente toute une série d'avantages, mais nous n'avons pas fait d'analyse qualitative plus approfondie. Et donc, le terme d'égalité des chances n'a pas été davantage spécifié. Néanmoins, quand vous regardez le libellé de cette première question, l'école publique garantit en théorie les mêmes chances à tous les élèves, quel que soit leur milieu d'origine. Dans les faits, diriez-vous aujourd'hui que chaque enfant bénéficie des mêmes chances de réussir sa scolarité et ses études, indépendamment de son milieu social ou économique d'origine? On peut considérer que c'est assez clair comme libellé. Alors après, on peut philosopher en disant que qu'est-ce que réussir sa scolarité, voilà, mais donc en tout cas qu'elle soit conforme à celle qu'on souhaitait avoir. Donc c'est comme ça que ça a été posé. Je n'ai pas la capacité à creuser derrière. Et ensuite, pour ce qui est de la deuxième question que vous avez posée, c'est pas tellement lié à la taille de l'échantillon,
mais c'est plus à la volonté d'essayer de dégager une hiérarchie dans les réponses. Vous voyez que, en général, quand on est sur un choix qui va être laissé aux interviewés entre 3 items de réponse, en général, on laisse qu'une réponse possible. Sinon, on a un peu ce qu'on appelle dans notre jargon fromage et dessert, c'est-à-dire que les gens, voilà, on a un total qui va être important et il n'y a pas possibilité ensuite à l'analyse de dégager des enseignements qui soient clairs. En général, c'est quand on a une liste de 5, 6, 7 items, on va demander quel est votre premier choix, éventuellement votre deuxième choix. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, que ces modalités n'étaient pas toutes excluantes, mais on voit bien quand même à l'analyse qu'il y avait des grands systèmes de valeurs philosophiques qui se dégageaient derrière ces modalités de réponse. Autre question ? En corollaire, je me suis demandé si la question avait été posée de savoir si c'était véritablement le rôle de l'école de favoriser l'égalité des chances. Est-ce que vous avez des réponses là-dessus ? Alors, là, je pense que c'est plutôt à la Fondation Kairos de répondre. Dans notre... on est ici. Dans notre histoire, notamment depuis un siècle et demi, on a quand même dévolu à l'institution scolaire un rôle majeur en termes de réussite de scolarité de la part des enfants, hein, même si je ne pense pas que ce soit le propos de la Fondation Kairos de masquer la responsabilité éminente qui incombe aux parents aussi en matière d'éducation. Je pense qu'il y a quand même un gros morceau qui est à mettre à la charge de l'institution scolaire, à laquelle des millions de parents confient leurs enfants pendant de longues années. Je pose la question parce que moi j'ai été frappé par une des questions qui était celle, un petit peu après, qui revenait à demander qu'est-ce qui pourrait faire changer les choses. Alors ce que j'ai noté, c'est que l'État peut faire changer les choses en supprimant la carte scolaire, en prenant en charge les frais. Et là, si je me souviens bien, vous avez 56% des personnes qui sont d'accord avec ça. Ce qui revient à dire que finalement, il y a 34%, en tout cas un tiers, des personnes interrogées qui ne considèrent pas que l'État puisse changer les choses, en fait. Et j'aurais aimé savoir plus en détail si c'est des gens qui ne croient pas en l'État dans ce domaine-là, ou si c'est des gens qui ne croient pas en l'égalité. Oui, c'est intéressant, c'est vrai. Alors, encore une fois, on est sur du questionnaire fermé. On avait un crédit de 5 questions avec la Fondation Kairos qu'on a essayé de utiliser au mieux. Donc, je ne peux pas spéculer sur ce qui a pu présider aux réponses de ces sondés. Pour complexifier encore les choses, parmi aux deux hypothèses que vous avez formulées, il y en a peut-être une troisième qui consisterait à dire que ces Français ne croient pas que ce type de réponse soit de nature à améliorer la situation. C'est pas forcément qu'ils ne croient pas en l'État ou qu'ils pensent que c'est eux qui pourraient le faire davantage, c'est que c'est pas forcément ça qui, selon eux, serait de nature à faire bouger les choses. Et aussi peut-être pour compliquer le tout, j'ai remarqué en interrogeant de nombreux parents au cours finalement de ces 20 dernières années d'investissement dans les questions éducatives qu'il est très difficile de désavouer son propre passé, son propre choix. C'est-à-dire que si vous avez choisi, par exemple, l'enseignement privé sous contrat, vous avez besoin de vous justifier socialement et à vos propres yeux, donc vous réaffirmez ce choix. Par exemple, lorsqu'on développe des écoles indépendantes, on se heurte à cette difficulté parce que statistiquement, elles sont minoritaires en France et donc on est face à des gens qui ont fait le choix du privé sous contrat ou du public. Et donc ils ont l'impression qu'ils se désavouent eux-mêmes, qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut pour leurs enfants en évoluant de position. Et rares sont les gens qui sont capables de dire c'était le bon choix, par exemple, jusque dans les années, on va dire 2000, mais depuis les années 2000, c'est devenu un choix obsolète. C'est très difficile ce type d'évolution. Donc ça, je pense que ça joue énormément dans les réponses des gens, le côté ultra personnel de la question, puisque pour ceux qui ont des enfants, en tout cas, c'est très personnel. Néanmoins, vous voyez que, ou pour aller dans votre sens, sur cette question, on avait un item de réponse: scolariser tous les enfants dans un seul système scolaire unique et public.
on a un ratio de 1 à 2 sur les modalités de réponse entre ceux qui scolarisent leurs enfants dans le public et ceux qui les scolarisent dans le privé. Donc ça va dans votre sens. Pour poursuivre sur ce terrain-là, vous avez évoqué la cohérence chez un même individu de ses positions actuelles et des choix qui ont été les siens pour ses enfants. Mais on voit aussi beaucoup monter un vrai dilemme et des vrais cas de conscience chez d'autres individus qui, par exemple, sont des enfants de l'école publique, qui ont souvent bénéficié de l'ascenseur social et qui, aujourd'hui, ayant été construits dans l'idée que l'ascenseur social et la réussite passaient par l'école, eh bien, scolarisent leurs enfants dans le privé, alors qu'eux-mêmes ont été scolarisés dans le public. Et donc, il y a des conflits de loyauté, notamment vis-à-vis des histoires familiales ou des trajectoires familiales. Et certains disent que c'est un peu la mort dans l'âme que... mais vous savez, c'est un peu la rhétorique concessive. Je dois bien concéder qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Et donc, alors même que j'étais le produit de cette histoire-là, pour la réussite de mes enfants, je fais un choix qui est autre. Et donc, ce sujet est en train de monter. Et donc, là aussi, ça nous dit beaucoup sur le passage d'une époque à une autre, puisque historiquement, la guerre des deux écoles, c'était la France catholique contre la France laïque, et qu'aujourd'hui, c'est plus du tout dans ces termes-là que la problématique se pose, avec des espèces de transfuges qui sont passés de l'un à l'autre, mais qui expliquent leur choix et leur changement de bord, si je puis dire, par le constat qu'ils font de la dégradation du niveau dans l'école publique. Mais vous avez quand même la majorité, je ne sais pas combien exactement, mais des professeurs des lycées publics en France qui ont leurs enfants dans le privé. Moi, j'ai entendu un professeur qui défend l'école publique partout. Lorsque je riais un peu de le voir mettre ses enfants dans le privé, me répondait, quand il s'agit des enfants, on ne peut plus se mentir. Donc, c'est quand même classiquement ça. Donc, il y a une espèce d'incohérence. Alors là, je ne sais pas si ça a été établi statistiquement, ça pourrait être une prochaine enquête de la Fondation Kéros, de voir où les enseignants scolarisent leurs enfants. On sait de longue date que ce sont les plus éminents spécialistes du système scolaire et des règles scolaires, et donc ils ont aussi sans doute, en termes de capital d'information, comme dirait Bourdieu, une longueur d'avance sur le commun des mortels. Mais ça me renvoie à le point que j'évoquais tout à l'heure sur la situation particulière des classes moyennes, qui sont tendanciellement assez investis sur l'éducation de leurs enfants, mais qui n'ont pas forcément les capacités relationnelles ou financières à pouvoir scolariser leurs enfants là où elles souhaiteraient les scolariser. Sur la question du choix du public, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce que vous appeliez tout à l'heure la logique concessive, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de point d'honneur à exprimer une attitude nostalgique. C'est-à-dire que socialement, il n'est pas possible en France de ne pas exprimer une nostalgie pour l'école publique. Et si quelqu'un a mis ses enfants dans les écoles privées, il va d'abord expliquer qu'il est un pur produit de l'école publique et que c'est parce qu'on lui a arraché les dents qu'il en est arrivé à une telle extrémité. Et donc, parce qu'on a ce rêve extrêmement fort qu'on porte tous de pouvoir avoir cette fraternité par l'école. Et c'est vrai que le terme d'égalité des chances, c'est un terme assez peut-être spécieux, puisque, en tout cas traditionnellement en France, ce qu'on voulait, c'est que chaque enfant puisse développer son plein potentiel, ce qui n'est pas du tout la même chose, en réalité, que l'égalité des chances en tant que telle. Mais bref, on est arrivé petit à petit. J'ai remarqué que ça datait à peu près de 3 élections en avant, que tout le monde a migré vers la logique d'égalité des chances, alors que ce n'était pas le cas. Même la droite est passée à la logique d'égalité des chances, et ça remonte à 3 élections présidentielles. Et la deuxième chose aussi qui m'a frappée dans ce sondage, c'est aussi, alors peut-être c'est pousser un peu les chiffres, j'aimerais bien avoir votre réaction, c'est aussi que ceux qui veulent le plus le changement, c'est ceux qui sont dans le public, qui quelque part sont, pour certains, bloqués dans le public. Et ceux qui ont pu choisir le privé
soit ils n'ont pas envie d'ouvrir le jeu, donc en fait ils ont envie de rester dans le privé et de ne pas être concurrencés par une nouvelle population plus ou moins appréciable à leurs yeux dans le privé, ils n'ont pas envie en fait d'ouvrir le jeu de la méritocratie. Pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils ont fait un fort effort personnel financier et ils ne voient pas pourquoi d'autres pourraient d'un coup bénéficier du même service sans faire des vrais efforts de sacrifice, soit parce qu'ils ont peur de la concurrence, ils se disent que leurs enfants ne sont peut-être pas des petits génies et qu'après tout, s'il y a une logique de pénurie, ils ont peut-être plus de chances de s'en sortir que si d'un coup le jeu est ouvert. Alors, je ne sais pas si, au regard des différentes études que vous avez faites, il y a une matière à alimenter cette réflexion. Alors, c'est sans doute des considérations qui peuvent exister. On le voit sur les résultats de cette enquête, cette question, 59% dans le public qui disent si l'État serait en capacité de faire progresser l'égalité des chances s'il permettait aux plus défavorisés d'accéder à l'école publique ou privée de leur choix en prenant en charge tous les frais scolarisés, en supprimant la carte scolaire. Contre 46% seulement, même si c'est quand même un score élevé, dans le privé. Donc il y a sans doute ce type de raisonnement, notamment dans les grandes métropoles, où la logique de recrutement dans le privé ne se fait quasiment plus sur une base confessionnelle. C'est pas parce que déjà qu'il y a tout simplement parce qu'il n'y a plus beaucoup de catholiques pratiquants. Et donc on investit très fortement sur le privé pour ne pas envoyer ses enfants dans des établissements qui seraient fréquentés par d'autres types de populations. Je vous ai donné tout à l'heure les résultats d'une autre enquête sur le sentiment très massif d'une dégradation générale de la qualité. Ça, c'est quand même la toile de fond à avoir en tête. Le deuxième élément qui est dans l'imaginaire collectif assez répandu, c'est qu'on a des gros écarts de niveau de sécurité entre un établissement et un autre, donc ce qui pousse au contournement de la carte scolaire. Et puis le troisième élément qui remonte alors là à plus que 3 élections présidentielles, qui remonte au moins au début des années 90, mais qui s'est amplifié depuis le début des années 2000, c'est la conséquence du choix politique qui a été fait d'envoyer 80% d'une classe d'âge au bac et qui a généralisé la compétition scolaire à tous les étages. Compétition scolaire qui ne se posait pas du tout dans les mêmes termes il y a 30 ou 40 ans. Donc si vous combinez une baisse générale du niveau dans le public avec le sentiment qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde, comme vous l'indiquez, alors vous avez des éléments qui permettent de mettre en relief les résultats de votre sondage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, j'ai une vision peut-être plus positive et en tout cas plus d'espérance de ces résultats, notamment si on revient à l'avant-dernière question que je trouve la plus intéressante en matière de solutions. Je note 2 choses. La première, c'est que finalement, les personnes à qui vous posez des questions, alors vous dites qu'il y a 20% qui ne savent pas, mais enfin globalement 80% ont une opinion, alors que ce n'est pas des solutions évidentes. Et c'est beaucoup des solutions qui amènent à faire évoluer le paysage éducatif tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas juste vous êtes pour le privé, la vision un peu héritée de la guerre scolaire, comme vous dites, qui correspond un peu à la deuxième question. Mais vous voyez, c'est un quart de la population, et c'est là où il y a encore un écart public-privé. Pour le reste, finalement, les personnes qui ont répondu acceptent de se projeter dans un paysage éducatif qu'on peut appeler de nos voeux, mais qu'il faut être honnête, est très loin de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec aujourd'hui la segmentation très forte qu'il y a en France entre le public, le privé sous contrat et le privé hors contrat. Donc finalement, quand on dit on peut faire évoluer ça, ce qui veut dire aussi un jour faire évoluer entre guillemets les parts de marché entre ces secteurs, faire évoluer les moyens, faire fermer les écoles publiques pour que les écoles privées ouvrent à côté. Enfin, c'est vraiment une transformation majeure. Finalement, les gens disent « Ok, c'est une bonne idée, on peut y aller. » quoi. Donc, il n'y a pas de conservatisme, en tout cas majeur, sur le paysage éducatif. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que je ne suis pas sûr qu'il y a quelques années, on aurait eu une telle maturité pour évoquer ça. Et la deuxième, c'est qu'encore une fois, en dehors de cette question guerre scolaire, entre guillemets, je trouve qu'il y a assez peu de clivage et ça paraît assez transpartisan. Alors, je me demandais si vous, qui êtes un peu spécialiste de l'archipélisation de la société française,
Est-ce que vous y voyez le fait que finalement il pourrait y avoir une sorte de ce qu'on voyait tout à l'heure, de majorité de bon sens qui irait vers une évolution du paysage éducatif pour répondre aux enjeux que vous décrivez? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, les solutions politiques qui sont portées, elles sont très loin de ça. Elles sont en général dans le paysage actuel. J'en mets un peu plus par-ci, un peu plus par-là, mais je touche pas aux structures. J'essaye de contingenter le développement du privé sous contrat qui se laisse faire. J'essaye de limiter le développement du privé hors contrat qui évidemment est plus dynamique. Mais finalement, tout ça aujourd'hui reste beaucoup dans l'étouffoir, quoi. Est-ce que finalement la société n'est pas prête à être beaucoup plus schumpeterienne, quoi, que ce qu'on pourrait croire sur ces sujets-là? Oui, sans doute, dans la mesure où, encore une fois, il y a un constat massif. La bouteille à moitié pleine, à moitié vide, dont les gens sont prêts à bouger, etc., etc. Souvent, en France, on bouge que quand on a touché le fond de la piscine. On n'est pas très fortement adepte de la réforme, on est plutôt révolutionnaire de tempérament. Et vous voyez, par exemple, comment ont été reçus les premiers classements PISA par l'institution. C'est pas le bon moyen d'évaluer nos enfants, c'est pas adapté à ce que nous on fait ici en France, etc., etc. Et au bout d'un moment, comme disait le camarade Lénine, les faits sont têtus. Quand ça fait le 3e ou la 4e fois que ça se dégrade, bon, vous avez vu, il y a une nouvelle étude qui est sortie sur les compétences en lecture. Vous avez également des études qui sont pour le coup uniquement franco-françaises, qui portent sur les compétences en mathématiques et en orthographe et en lecture. Je crois que c'est en CM2 ou avant l'entrée en 6e. En CM2, c'est ça. Avec un recul sur une quarantaine d'années. Et on voit de manière statistique la baisse tendancielle. On en parlait en aparté tout à l'heure. Moi, je suis sidéré qu'une institution, enfin une entreprise comme Academia soit cotée en bourse, alors qu'on a l'éducation nationale qui est sans doute le plus gros employeur public du continent européen. Bon voilà, donc on a des cadres réglementaires, administratifs qui ne bougent pas, mais l'opinion publique face à cette évolution ressentie et diagnostiquée est en recherche, est en attente d'autre chose. Donc soit à titre individuel, on essaie de bricoler et de faire en sorte d'offrir les meilleures chances à ces enfants, soit on est un peu coincé et on appelle de ses voeux à des solutions qui permettraient d'ouvrir davantage le jeu. Mais je pense encore une fois que l'élément de base pour comprendre l'état de l'opinion sur le sujet, c'est la perception très majoritaire d'un effondrement du niveau. Alors, regardez aussi l'écho qu'ont eu ces articles qui ont parlé de recrutement à la hâte d'enseignants en speed dating, comme on dit en bon français, à la rentrée scolaire passée, pour boucher les trous dans certains endroits. Et tout ça a énormément marqué les esprits. Bonjour. Excusez-moi de me faire un tout petit peu l'avocat du diable, mais je trouve qu'il y a un très fort parti pris dans les options proposées, notamment sur la suppression de la carte scolaire, qui est une solution parmi bien d'autres, et notamment, pour être sur le terrain, une réforme des programmes, qui serait certainement moins radicale, et je pense que les parents y adhéreraient peut-être. On sait bien que ce sont pas les familles qui sont conservatrices, c'est le ministère et ses différents membres, les enseignants qui ne veulent pas de révolution. Les parents, ils attendent effectivement que ça bouge pour donner une chance à leurs enfants. Donc cet angle sur faire sauter la carte scolaire, ouvrir, donner des bourses, etc., c'est un angle qui me paraît difficile à suivre parce que est-ce que, là je m'adresse un peu plus à la Fondation Kéros, est-ce que c'est réaliste? Tout le monde va vouloir aller dans les mêmes écoles. Est-ce que on va être obligé de faire un choix? D'autre part, il y a la question en amont qui se pose, qu'est-ce qui fait le niveau d'une école? Est-ce que c'est les professeurs? Est-ce que c'est les élèves? Est-ce que ce sont les programmes? La carte scolaire, c'est ça qui fait le niveau de l'école? Je ne suis
pas si sûre que ça. Donc, pardonnez-moi, mais effectivement, il y a des enseignements à tirer de cette étude, mais elle a un angle d'attaque qui n'est pas forcément tout à fait ouvert. Alors, Anne Chocron est directrice de Asmer Bilingue, établissement sélectif. Alors, premier argument, tout le monde va vouloir aller dans les mêmes écoles. Alors ça, c'est l'éternelle question des transitions. À chaque fois qu'on fait une réforme un peu substantielle, il faut gérer les transitions. Ça, en termes de réforme publique, ça se gère. On peut mettre un système pour amortir les transitions, les compenser, interdire un changement trop fort. Enfin, c'est un processus, par exemple, sur 3-4 ans. C'est classique dans la gestion des transitions. Après, qu'est-ce qui fait le niveau d'une école ? Bon, ça, c'est une question dans laquelle l'hypocrisie se développe avec grand plaisir. Il y a plein de choses qui font le niveau d'une école. Moi, j'étais élève à Louis-le-Grand et on riait beaucoup. Et on se disait, c'est pas gagné que ce soit le niveau des profs qui fasse le niveau de cette école. En réalité, c'était la projection qu'on avait de notre destin. On s'imaginait qu'en étant à Louis-le-Grand, on avait un devoir de réussir. Et donc, on agissait en conséquence. Et comme on nous expliquait qu'on était supposé être l'élite, on se disait, zut, je ne suis pas franchement l'élite, on travaille comme des malades. Donc, il y a la question de représentation qui est extrêmement forte. Donc, qu'est-ce qui fait le niveau d'une école ? Si on suit une vision extrêmement prolétarisée, disons, de Bourdieu, on dira que les enfants de classe populaire vont avoir un niveau culturel moins fort, donc le niveau d'école sera moins fort. Moi, je ne crois pas une seconde à ça. Mais on a été biberonné à ce discours-là. Donc, qu'est-ce qui fait le niveau de l'école ? C'est l'exigence portée par cette école. Or, ça fait bien longtemps qu'on est pris dans une spirale où, sous prétexte qu'on est, par exemple, dans un endroit où on a beaucoup de classes populaires ou de populations d'origine immigrée, on va réduire le niveau. Et c'est le niveau d'exigence. Pardon. Donc, c'est cette spirale-là, de mon point de vue, qu'il est urgent de casser. Et ensuite, il y a un certain nombre d'outils qui, en France, ont complètement disparu, et qui sont pourtant extrêmement banals à un titre ou à un autre. Par exemple, en Grande-Bretagne, c'est la question de la méritocratie sur la question de la performance académique. En Grande-Bretagne, vous pouvez tout à fait avoir la gratuité de certaines matières, et du coup, finalement, quasiment de la scolarité, si vous êtes très bon. Donc, vous pouvez être d'un milieu social extrêmement modeste, mais si vous êtes très bon, vous avez la gratuité ou la quasi-gratuité. Ça, c'est devenu des options qui, en France, paraissent presque étranges. On pourrait imaginer des écoles très chères qui feraient chaque année un concours d'entrée avec même un entraînement qui pourrait être organisé par l'école qui recrute pour pouvoir donner la gratuité à une série d'enfants qui seraient de milieux populaires très performants. Mais cette conception-là de l'égalité des chances ou de l'ascenseur social n'est plus en vogue. Ça n'intéresse plus de faire surgir des élites minoritaires et choisies. Ce qui est supposé être l'objectif, c'est faire monter tout le monde indistinctement et non pas repérer des élites qui pourraient monter indépendamment de l'origine sociale. Et du coup, on en arrive par cette obsession de l'approche par classe ou au niveau d'un établissement ou par groupe, on en arrive globalement, d'une part, à avoir une approche qui est quand même très hostile aux personnalités très douées, quelle que soit leur origine, avec ce nivellement par le bas très actif qui décourage les êtres les plus brillants académiquement. Et puis on en arrive à avoir une approche où ce qui compte, c'est la totalité de la classe, et donc où finalement on ne fait pas grand-chose pour les élèves qui pourraient s'en sortir indépendamment de leur origine. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais ensuite sur la question de la réforme des programmes, on en est à la 40 millième réforme des programmes. Globalement, les programmes ne sont pas si mal que ça aujourd'hui. Ils sont globalement bien moins pires qu'ils n'étaient il y a quelque temps, mais je ne suis pas sûre que ça fasse un changement massif. C'est vrai que là, on a axé beaucoup sur le brassage sociologique, certains qui vont dans l'école publique, c'est ça, d'autres qui vont dans le privé. Le privé, on essaie de fuir vers le privé, c'est un sauf qui peut vers le privé, sauf que le privé, malheureusement, et je rejoindrai un peu ce que dit Madame, c'est que le privé, bien souvent, offre les mêmes prestations. La seule différence, c'est justement le brassage sociologique, mais sinon les mêmes prestations et les mêmes carences des enseignants, lesquels ne sont plus formés aujourd'hui. Alors, je comprends tout à fait la méfiance vis-à-vis de l'État, c'est-à-dire, en l'occurrence, le ministère, et quels qu'aient été les gouvernements depuis maintenant une trentaine d'années, quels qu'ils aient été,
de quel bord politique ils aient été. On a eu des ministres de l'Éducation nationale qui avaient des très beaux projets. Je pense par exemple à Dorobien, qui était farouchement pour le retour de la méthode syllabique. Il n'a pas pu l'imposer, parce qu'il y avait des gens qui, au ministère, avaient le pouvoir, et c'est eux qui ont empêché cette réforme-là. Et je parle de la méthode de lecture, mais il y a plein d'autres choses qui sont décidées au ministère. Donc je comprends tout à fait la méfiance vis-à-vis de l'État, quels que soient M. Fourquet disait à l'instant, les statistiques qui montrent qu'il faudrait faire ci et ça dans le contenu même des apprentissages. Et cela, malheureusement, on a beau le dire et le répéter, le retour de la grammaire, le retour des 4 opérations des LCP. Enfin, je ne dis pas d'apprendre des divisions à 4 chiffres en CP, mais la maîtrise des 4, la compréhension des 4 opérations des LCP, on sait que c'est ça qui marche, on sait que c'est la méthode syllabique qui fonctionne, et elle ne fonctionne toujours pas, qu'on soit dans le privé ou dans le public. Il se trouve que moi, je vois très bien, j'ai des exemples autour de moi, c'est la pire méthode globale qui a été utilisée au CP d'une école privée. Merci. Donc c'était une question de Cécile Révray, qui est grammairienne. Le sondage ne cherche pas à plébisciter le privé en disant c'est merveilleux, mettez vos enfants dans le privé, ça va tout sauver. Il est bien évident qu'actuellement, le privé est largement aligné et de plus en plus aligné sur le public, et je dirais même qu'ils y prennent peine. À la limite, le dernier pacte, le dernier protocole qui a été signé le 17 mai est du même acabit. C'est toujours plus d'alignement sur le public. Oui. Donc, il ne s'agit pas de glorifier le privé sous contrat tel qu'il est. Moi, je pense que le secours viendra du hors-contrat. Mais alors, justement, sans même rentrer dans la question de hors-contrat ou de sous-contrat, ce qui compte, c'est l'autonomie. C'est-à-dire le fait de choisir effectivement ses programmes, ses méthodes et de proposer une cohérence. C'est la notion de cohérence qui est dégradée. Par exemple, les programmes, il mieux vaut un mauvais programme maintenu dans le temps qu'un programme qui change chaque année. Par exemple, la stabilité, c'est ce que veulent avant tout les professeurs. La stabilité, la discipline et la confiance, qu'on les laisse faire leur travail, sans être désavoués par le N+1. Donc là, on ne fait pas un plaidoyer pour le privé, on fait un plaidoyer pour la responsabilisation des acteurs. Ah oui, non, mais je critique pas. On va prendre une dernière question, parce que je crois qu'après, il faut... Voilà, Rémi Saintis. Ici, voilà. Moi, je suis étonné du score de 25% de ceux qui pensent, enfin ceux qui ont une position très jacobine et qui veulent que tous soient dans le même moule, parce que depuis l'expérience du collège unique, puis récemment la suppression de la section S dans les lycées, on s'aperçoit que le même moule pour tout le monde, c'est une catastrophe. Et ça, il n'y a pas besoin... qu'il y ait encore 25% de gens qui refusent d'ouvrir les yeux, ça me paraît beaucoup. C'est la France, Rémi. C'est le jacobinisme dont je parlais. C'est un peu le rêve de l'unité parfaite, de l'égalisation totale. C'est quelque chose de très français. Enfin, Je voudrais juste dire un dernier mot, pardon. Donc, vous remercier d'abord d'avoir été présent. Il y a ici à la fois des journalistes, des partenaires institutionnels et des bienfaiteurs. Et notamment, s'agissant des bienfaiteurs, une des actions fondamentales de la Fondation Kairos, c'est de déployer des bourses sociales. C'est-à-dire qu'il s'agit de financer des établissements indépendants, qui soient d'ailleurs primaires, secondaires, professionnels ou supérieurs, de manière à ce qu'ils puissent intégrer des élèves qui n'ont pas les moyens de payer la totalité des frais de scolarité. Et ça paraît extrêmement important à la fois d'un point de vue éthique, d'un point de vue parce que en fait, l'éducation, c'est quelque chose qui est national ou qui n'est pas. On ne peut pas être égoïste en matière d'éducation parce que le vivre ensemble, on le vit. Donc si par exemple nos enfants sont extraordinairement bien éduqués mais qui vivent dans un monde où personne ne l'est, le monde global dans lequel on est insupportable. Donc on est obligé d'être solidaire, on est obligé d'être responsable au-delà de ses propres enfants. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie un peu. Et une des réalités qui paraît importante, c'est de donner les moyens à ceux qui veulent être responsables de trouver un levier d'action précis. Alors demain, peut-être, l'État mettra-t-il en place un système de prise en charge financière pour les plus pauvres de l'accès aux écoles libres, quelles qu'elles soient, sous contrat, hors contrat. Aujourd'hui, ce n'est pas réellement le cas.
Mais il me semble que dans le domaine privé, on a la capacité d'amorcer les choses et de montrer que c'est possible et de montrer et d'aider ces écoles, les meilleures, on ne va pas les aider toutes, mais en tout cas les meilleures écoles, de les aider à avoir une politique sociale d'ouverture responsable pour des élèves qui n'ont pas les moyens financiers, mais qui sont bien adaptés au projet et qui sont motivés. Donc, on a mis en place un système de bourse Kéros. N'hésitez pas à y participer. Cette dimension sociale me paraît essentielle. Pour ceux qui ont goûté à l'enseignement privé, je pense qu'ils savent les bénéfices que ça a eu sur leurs enfants et que ça peut avoir sur d'autres enfants. Donc, ça me paraît important qu'on pense large, qu'on ne pense pas que pour nos enfants et donc qu'on soit capable de s'engager. Vous avez des petits dossiers et vous êtes tout à fait invités à faire des dons. Si vous avez besoin de reçus fiscaux rapides, il faut passer par le don en ligne. Si vous êtes moins pressé, comme vous voulez, les dons, lingots d'or, tout est possible. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous invite à prendre effectivement un rafraîchissement pour pouvoir continuer la conversation.